Welcome, my fellow brothers, on Reward Hammer. Salut à tous les amis du Wargame, salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer, le podcast du Wargame à l'ancienne et du Wargame qui va pas très fort parce que oui, je suis malade, je vous avais prévenu. En septembre, très peu d'émissions, le planning est tout simplement beaucoup trop chargé et évidemment, on se tape une surcouche de gros état grippal. Ça fait plus d'une semaine que je suis malade, j'ai de la fièvre, il n'y a rien qui va, en plus je travaille de nuit, bref, il n'y a rien qui va, donc voilà, je prends mon courage à deux mains pour faire cette émission nommée l'Appel de la Légion. Tous ensemble, on va voir en fait comment ça se bâtit tout simplement une Légion Space Marine à Horus Heresy, nouvelle version 3. Donc je vous renvoie à l'émission nommée La Grosse Boîte Saturnine dans laquelle j'ai évoqué en long et en large la plupart des règles, tout simplement avec mon point de vue de nouveau-né, enfin de néophyte à Horus Heresy. Et donc je ne vais pas rebondir sur les règles dans cette émission. Aujourd'hui, c'est notre projet spécial, bâtir une légion à Horus Heresy. Donc j'en reste aux Space Marines. Pour l'instant, je n'ai pas encore les compétences qu'il faut pour aborder les autres factions. Mais en tout cas, celle-là suffit largement parce que les mecs, bâtir une légion Space Marines, c'est un sacré programme, c'est un sacré projet, c'est un sacré morceau. Donc je vais vous expliquer du mieux que je peux avec ma fièvre de cheval comment on fait et je vais utiliser en fait ces explications en illustrant la chose avec mon propre projet Iron Warriors dont je suis en train d'achever la partie modélisme. Donc voilà, je vais un peu théoriser tout ça avec l'exemple qu'est ma nouvelle armée à Horus Heresy. Donc revenons vite fait sur ce que je pense des règles quand même. Bon, globalement, je n'en pensais que du bien, malgré une lecture longue et vraiment fastidieuse. Mais depuis, naturellement, j'ai pu m'entretenir avec des vétérans de ce jeu et récolter leurs précieux retours. Je vais faire très bref. Globalement, les retours sont très bons. Tout le monde s'accorde à dire que le jeu est plus fluide qu'avant, globalement meilleur en fait dans ses mécaniques, plus clair, pas moins compliqué, certainement pas. On a pas mal noté aussi une létalité qui va être plutôt en hausse du côté de l'infanterie, c'est-à-dire que vos troupes, elles sont un peu moins bien protégées qu'avant. On a vu se multiplier un peu les armes à dégâts 2. Donc voilà, pour vous faire simple, à Horus Heresy, on est habitué à 40k à des canons laser qui vous font D6 plus 2 damage. À Horus Heresy, les armes les plus fortes, c'est du dégât 2. Il y a rarement quelque chose au-dessus, à moins d'aller voir du côté des titans et des trucs vraiment monstrueux. Mais globalement, tout est dégâts 1 à Horus Heresy. Un gros véhicule, il a des points de coque, pas des points de vie. Voilà, l'échelle n'a absolument rien à voir. L'échelle de puissance n'a rien à voir. Néanmoins, tout le monde m'a dit ça quand même. Les Space Marines ont tendance à voler plus facilement qu'avant, donc on privilégie pas mal tout ce qui va être un peu assaut blindé. Donc on va avoir du mal à sortir une escouade tactique à poil sans son rhino, mais normalement ça peut se faire quand même. On note aussi la fin des listes un peu gogol, c'est-à-dire tout simplement des listes trop fortes. À Horus Heresy V2, clairement on voyait souvent les listes à 3 Dreadnoughts. Ces Dreadnoughts, ils ont été globalement assez nerfés et en plus leur usage est strictement limité par l'organigramme d'armée sur lequel on va revenir. Un organigramme d'armée très nébuleux, mais également très très satisfaisant. En tout cas, cet organigramme, il signe la fin définitive des listes un peu trop pétées, donc en V2, les Dreadnoughts étaient vraiment très forts, et c'est vrai que quand en face de vous, il y en avait 3 ou 4, apparemment, c'était vraiment, vraiment difficile de pouvoir espérer gagner. Ça, c'est terminé. Donc, ça ne vous a peut-être pas échappé si vous êtes familier un peu avec ces cercles de joueurs, mais l'organigramme d'armée, tout le monde, enfin la planète entière, Horus Heresy, s'est pris la tête dessus. C'est-à-dire
qu'il y a eu une vraie énorme gamberge qui s'est étalée sur quelques semaines de la part des joueurs. Donc d'une part, les joueurs qui étaient habitués à tel ou tel type de liste, ils ont dû quand même bien se remuer les méninges pour faire un peu de l'adaptation, c'est-à-dire pour rentrer dans les clous de cet organigramme d'armée nouvelle version. Mais globalement, tout le monde semble s'en être sorti. Donc revenons là-dessus parce que cet organigramme d'armée, c'est tout simplement l'élément clé qui va vous permettre de monter une liste et plus globalement, eh bien, un projet. Si je reviens sur le fonctionnement de base de cet organigramme, vous avez un choix obligatoire qui va être le détachement principal de croisade. Dans ce détachement, vous trouvez une case état-major qui va vous permettre de sélectionner votre seigneur de guerre, qui là dans le cas d'une légion Space Marine sera souvent un praetor, avec les multiples variantes que l'on connaît, les multiples armures. Donc un gros praetor, suivi d'un choix de 3 QG maximales. Donc là, c'est QG idem. À Eurosurasi, on a toute une brochette de personnages possibles. Honnêtement, ça fout le tournis quand on découvre le jeu. Et donc, pour chacun de ces personnages choisis, parmi ces 3 QG, chacun d'entre eux va vous débloquer l'adjonction d'un détachement supplémentaire. On y reviendra. Mais dans ce détachement principal de croisade, donc un état-major, 3 QG, ensuite 4 troupes et 4 transports maximum. C'est-à-dire que là, d'office, vous pouvez réunir une énorme phalange d'escouades tactiques, par exemple. Mais bon, dans les troupes, il y a bien d'autres choses à faire. Ça aussi, on y reviendra. Donc du coup, on se rend compte que d'office, cet organigramme va nous limiter. Cet organigramme, il est conçu pour des armées à 3000 points. Donc 3000 points, c'est le format standard de Horus Heresy. Si on va en dessous, honnêtement, l'organigramme ne nous posera encore moins de problèmes. Par contre, si on s'amuse à aller au-dessus, là, on va commencer à être emmerdé. Mais en tout cas, le truc est taillé pour du 3000, donc autant en rester là pour un premier jet de liste, pour une première idée de projet. Donc ces 3 QG dont je vous ai parlé, ils vont vous débloquer bien des choses. D'une part, votre choix d'état-major, c'est-à-dire votre grand chef, il va vous donner le droit à un détachement Apex. Ce détachement Apex, il prend 3 formes. Escorte de combat, c'est-à-dire que ça va être la suite de ce grand personnage. Cadre d'officier, c'est-à-dire que vous allez ajouter encore des QG supplémentaires. Et troisième option, l'avant-garde d'armée qui, elle, va réunir un maximum de vétérans. D'office, voilà, ces unités-là, faut vous imaginer qu'elles ne seront pas beaucoup disponibles ailleurs. Que ce soit les suites, les personnages ou les vétérans, il va falloir d'office faire un choix lié à votre état-major. Ça va vraiment définir quelque part, la partie élite de votre armée, elle va se jouer là. Est-ce que vous avez envie d'avoir beaucoup de vétérans ou est-ce que vous imaginez votre armée comme étant véritablement la cohorte d'accompagnement de votre praetor? Voilà, ça, il faut déjà le conceptuer de base parce que par la suite, nous allons voir, les vétérans, on ne peut pas vraiment les sélectionner ailleurs, à moins d'avoir recours à la magouille, comme on va le voir. Mais voilà, d'office, il y a ce choix-là à faire peut-être bien avant tous les autres. Ensuite, les 3 QG dont je vous ai parlé, eux, ils vont débloquer les détachements auxiliaires. Alors, les détachements auxiliaires, il y en a plein de différents. On va trouver le point blindé qui va regrouper un maximum de transports et de transports lourds. L'appui tactique qui va jouer vraiment sur les escouades de soutien et les machines comme les rapières ou les plateformes d'armes, par exemple. L'appui blindé, là, qui, comme son nom l'indique, va regrouper un maximum de tanks. L'appui lourd qui va ne regrouper qu'un seul dreadnought. Ça, on va y revenir, mais voilà, ça d'office, c'est le facteur limitant pour les dreads. Un détachement égale un dread. Ensuite, pionnier de combat, assaut de choc, première frappe. Vous voyez le tableau, voilà, il y a du Terminator, il y a du détachement Terminator, il y a du détachement attaque rapide, etc. Donc voilà, ce truc d'office, quand on le lit, on se dit ok, je vais avoir le droit à un détachement Apex très spécialisé et ensuite il va falloir que je fouille un peu parmi 3 détachements auxiliaires qui vont répondre à mes besoins et surtout à mes envies.
Donc le principe de base de l'organigramme, il est celui-là. On va être sur quelque chose d'office qui va être limitant, mais par contre qui va être également très impactant sur le type d'armée que vous voulez aligner. Typiquement, là, il faut se référer à l'ADN de notre propre légion, par exemple. Moi, dans mon cas, Iron Warriors, évidemment que je vais avoir envie d'aligner un maximum de blindés, de troupes, de soutien. Et donc, le simple fait d'avoir ces deux trucs-là en ligne de mire, eh bien, ça va me priver d'autre chose. Donc voilà, l'ADN du truc est proprement limitant, mais on va le voir, ce n'est en aucun cas frustrant. S'il y a des critiques à émettre par rapport à cet organigramme, honnêtement, c'est vrai qu'il est très nébuleux. Au début, franchement, on se prend la tête. Néanmoins, j'ai un peu envie de dire que c'est le défaut de sa richesse, quoi, quelque part. Ok, c'est nébuleux, mais putain, il est passionnant. Moi, d'office, voilà, je vais spoiler, cet organigramme, pour moi, il est une énorme réussite. C'est-à-dire que ces facteurs limitants, en fait, ils vont prendre sens. Vous allez vite vous en rendre compte lorsque vous allez commencer à monter des listes. En tout cas, c'est vrai que pour un premier regard là-dessus, au début, c'est vraiment compliqué. On ne sait pas trop quoi faire. Moi, clairement, j'ai dû demander un peu d'aide, un peu aux vétérans de l'Horus Heresy pour savoir où j'allais. Mais s'il est limitant dans son essence, on se rend compte assez vite qu'il va également être assez riche en flexibilité. C'est-à-dire que dans cet organigramme qui peut paraître un peu strict au premier abord, vous allez pouvoir ajouter de la flexibilité moyennant certaines choses. Par exemple, un des personnages les plus célèbres là, qui était sorti dans la boîte Saturnine, c'est le Centurion. Et bien ce Centurion, sa règle spéciale, c'est qu'il va vous donner non pas un seul détachement auxiliaire, mais deux. Tu vois, tout de suite, on respire. Et c'est vrai qu'en vérité, pour de grandes armées, le choix du Centurion, il paraît assez indispensable. Autre gage de flexibilité, eh bien, ça va se jouer parmi les améliorations d'unités principales. Dans chaque organigramme, vous avez une petite unité cerclée qui va pouvoir recevoir un bonus. Et parmi ces bonus, donc, on trouve tout un tas de choses. Par exemple, vous allez pouvoir faire d'une escouade une escouade de vétérans endurcis. Vous allez pouvoir faire d'un sergent un maître sergent. Ce genre de petit bonus qui va donner vie un peu au lore de votre armée. Mais on y trouve également une amélioration très précieuse qui s'appelle bénéfice logistique. Et ce bénéfice logistique, il va pouvoir vous permettre d'intégrer au sein du même détachement une unité, mais cette fois de votre choix. Donc, si je prends par exemple les facteurs limitants qui peuvent être un peu frustrants pour certains, typiquement un détachement auxiliaire égale un seul Dreadnought, eh bien ce Dreadnought, vous avez tout intérêt à utiliser une petite amélioration bénéfice logistique pour pouvoir en jouir gratuitement. C'est-à-dire que cette petite unité en plus, elle ne vous coûtera aucun détachement supplémentaire. Donc là aussi, un certain gage de flexibilité. Puis là, du coup, tu vois, tu te prends à rêver, ok, en fait, je vais pouvoir mettre 5 Dreadnought. Eh ben non, et c'est là que le truc est très intelligent parce que, ok, il vous ajoute de la flexibilité, mais par contre, pas loin derrière, il y a une barrière. Et on se rend compte que cette amélioration bénéfice logistique, on ne peut pas la mettre plus d'une fois par détachement et surtout, on ne peut pas la mettre dans tous les détachements. Vous y avez accès dans votre détachement principal, dans votre Apex, et c'est à peu près tout. Vous n'aurez pas le loisir de rajouter plein de Dreadnought gratuitement. Il va falloir quand même les payer. Donc très bien, et honnêtement, je pourrais citer ce genre de manœuvre pour plein d'autres cas, mais à chaque fois, c'est le même constat, c'est ok, j'ai un peu de flexibilité, mais si l'envie me prend de vouloir faire les bourrins ou de vouloir faire n'importe quoi, là, le jeu va strictement m'en empêcher, et donc, tant mieux. Donc d'office, cet organigramme, il donne un peu le tournis. Mais là, j'en reste à l'organigramme qui est présent dans le livre de règles, parce que c'est sans compter tous les détachements présents dans chaque libère, dans chaque livre d'armée, tous les détachements qui se réfèrent aux alliances possibles et également le putain de PDF Legacy. Donc Legacy, c'est l'équivalent des unités légendes à 40K qui regroupe encore des unités par pelletée entière. Et là, on se rend compte de la richesse du truc. Les possibilités deviennent absolument
infini. Dès lors, par exemple, qu'on se penche sur les détachements alliés, mais là, les gars, c'est un puits sans fin d'armées thématiques, mais dans tous les sens. C'est-à-dire que votre Légion Space Marine va pouvoir s'accompagner de régiments de la garde, renégats ou pas, de miliciens, de machines de guerre supplémentaires, d'automates pilotés par des technoprêtres, des phalanges complètes, eh bien, du mécanicum, mécanicum noir ou pas, de démons, de villageois, d'hommes bêtes, de vermines en tout genre. Il y a absolument, mais des idées d'armées thématiques par centaines, dès lors qu'on se penche un peu en dehors eh bien, des libères officiels, donc là du Liber Astartes par exemple. Je vais pas aller sur ce terrain-là pour aujourd'hui, on va en rester à un organigramme de légion de base, mais croyez-moi, là, les possibilités en termes d'armées narratives et thématiques, elles sont proprement délirantes, tout en étant à chaque fois eh bien, cadré. Là, si vous voulez, moi, je sors d'une expérience 40K où faire des listes, ça consiste juste à ajouter des unités au pif. En fait, tout fonctionnera toujours. Il n'y a aucune limitation, vous savez ça. On peut jouer 3 capitaines, on peut jouer 6 dreadnoughts, il n'y a aucun problème. Donc là, on est vraiment sur une expérience de montage de listes, mais radicalement différente. Et en fait, cet organigramme, à chaque moment, il va donner du sens à ce que vous faites. Si vous choisissez, par exemple, une force d'Imperial Fist à laquelle vous voulez donner un côté vraiment vétéran, c'est-à-dire une armée d'Imperial Fist très endurcie, eh bien ce choix-là de vétéran que vous allez faire, vous allez quelque part essayer de l'optimiser autant que vous pouvez. Mais bien vite, vous vous rendrez compte que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi et que cet ADN que vous avez choisi d'armée de vétérans endurcis, elle va un peu vous barrer la route si vous voulez vous disperser trop. Vous ne pourrez pas à la fois aligner énormément de Terminator, énormément de vétérans et énormément de blindés. Le jeu va vous dire non, là tu t'arrêtes mec, ta liste vétéran, faut que tu l'assumes et donc tu peux pas trop aller ailleurs. Même si la flexibilité est au rendez-vous, on doit partir véritablement d'un ADN, donc quelque chose qui va vraiment être lié au lore de votre armée et vous y conformer sans trop d'excentricité. Les excentricités sont possibles, mais néanmoins elles vont être encadrées. Donc tout ça, ça nous donne quoi ? Eh bien les mecs, ça nous donne un list building qui est tout à fait passionnant. Par contre, ce list building, il doit être épaulé et donc la petite appli de list building qui va bien pour Horus Heresy, c'est tout simplement New Recruit. Et cette appli, elle est vraiment nécessaire, sinon indispensable, parce que outre le fait de pouvoir monter des listes facilement, elle est complètement alignée avec les règles du jeu, donc tout va être découpé en différents détachements. Sur vos fiches d'unité, en un seul clic, vous avez accès à toutes les règles spéciales, à tout l'équipement, au profil des armes, et honnêtement, quand on a des règles aussi touffues que dans ce jeu, le simple fait d'avoir tout sous l'œil, honnêtement, ça fait un bien fou pour s'y retrouver. Donc, New Recruit, absolument indispensable si vous voulez faire du list building de qualité. Et en fait, à l'image du jeu, cette appli, elle n'est pas non plus si simple à prendre en main. Là, on n'est pas sur l'appli officielle Game Workshop. Tu oublies, va falloir se familiariser un petit peu avec, mais néanmoins, c'est suffisamment bien fichu pour que l'on s'y retrouve vite dès lors qu'on a un peu d'expérience dans ce type d'outils. Bon bref, finalement c'est le cas de le dire, c'est la fièvre. Si je suis malade, c'est peut-être tout simplement parce que ce jeu me fout la fièvre. Je vous l'ai dit, le list building est passionnant, et c'est simple, j'ai littéralement passé des heures à construire des listes. Donc tout d'abord la mienne, mais aussi plein d'autres par curiosité pour voir comment ça se montait. Une armée d'Alpha Légion, une armée de Emperor Children, pour voir un peu quel était le type d'ADN que l'on pouvait donner à ces différentes factions. À chaque fois, je suis arrivé sur quasiment des armées de rêve, franchement. À chaque fois que tu montes des trucs, putain, ça fait envie. Donc c'est la grosse fièvre. Tout simplement parce que c'est narratif avant même de commencer à peindre et à jouer. La construction d'armées véritablement thématiques,
elle se fait dans une espèce d'excitation totale, une excitation dans laquelle vous aurez des surprises, par exemple sur ce à quoi j'ai le droit dans tel type d'armée, des découvertes, par exemple, il y a des personnages auxquels vous n'aurez pas forcément pensé. Moi, lors de mes premières lectures, évidemment, j'avais déjà un peu l'esprit Iron Warrior en tête, et du coup, je vois un gars qui s'appelle le Maître de Siège. En première lecture, honnêtement, je n'y vois rien à ce gars. Je me dis, mais à quoi il sert et tout. Et bien des heures plus tard, je me rends compte que le mec a un petit équipement spécial qui va en faire tout le sel. C'est-à-dire que ce gars va synergiser avec toutes les armes que vous avez dans votre armée qui ont le mot-clé barrage. Autrement dit, la bonne vieille artillerie. Du coup, on kiffe, on se dit, ah putain, ça c'est vachement Iron Warrior. La figurine, elle est très belle. Le maître de siège, très bien. En plus, il a un gros marteau. On se dit, ok, c'est Iron Warrior. Ensuite, on commence à regarder les plateformes de tir avec lesquelles il va synergiser. Tout ça nous plaît, on décortique et tout. Et puis après, on se rend compte qu'il y a un détachement spécial dans le Liber Iron Warrior qui peut regrouper le maître de siège avec plein de plateformes d'artillerie différentes. Et là, bim, tu vois, l'idée, elle vient. Tu te dis, ok, putain, des phalanges complètes de marines épaulées par la machinerie d'artillerie un peu statique, là. Oh putain, ça c'est vachement Iron Warrior, j'ai envie de le faire, quoi. Et ça, c'est à peu près le cas pour toutes les factions. C'est-à-dire que le list building, on va éplucher les datasheets, on voit qui marche avec quoi, et on va construire un véritable ADN autour de ça. Donc là, en matière d'expérience de liste, comme je vous l'ai dit, on est vraiment dans le contraire total de ce que nous offre 40K. Et en fait, 40K nous offre tant que les listes, on peut en faire absolument ce qu'on veut. Ici, on fait pas ce qu'on veut, mais putain, par contre, tout ce qu'on va faire va avoir beaucoup de sens et va être complètement raccord avec la faction que l'on aura choisie. Et puisqu'on commence à parler de choix à faire, sachez que pour bâtir un projet Légion, des choix à faire, vous allez en avoir 4 très importants. Tout d'abord, le choix de la Légion. Deuxièmement, le choix des armures et des machines. Troisièmement, la thématique guerrière qui va être la vôtre. Et pour finir, le fameux organigramme. Donc 4 grands choix très importants qui vont vraiment déterminer ce à quoi votre armée va ressembler. Venons-en au tout premier et j'ai envie de dire le plus important, le choix de la Légion. Le choix d'une Légion, il doit être absolument un coup de cœur, ça semble évident. Dans Horus Heresy, on va d'office moins se prendre la tête parce que inconsciemment, même à 40K, même moi je le fais, même si je suis pas du tout ce type de joueur, mais à 40K, en première lecture, généralement le premier jugement c'est est-ce que ça va être fort ou pas. Je pense que inconsciemment c'est quelque chose que l'on fait tous. Il y a clairement des règles d'armée à 40 000 qui sont en dessous des autres. À Horus Heresy, la chose va être bien moins importante, bien moins impactante. Pour les avoir toutes lues, en vérité, ces règles de Légion, elles me semblent toutes vraiment très bonnes. Certaines sont nettement plus spécialisées que d'autres, qui vont être plutôt dans un usage plus générique de la manœuvre d'une armée dans sa globalité. Mais néanmoins, moi, je ne vois personne en dessous des autres. Donc, en vérité, on se prend moins la tête à ce sujet. Et c'est vrai que quand on bâtit son armée, en fait, ce qui est fort ou pas, j'ai envie de dire, on s'en fout. Là, véritablement, l'organigramme, il va vous encourager tout simplement à faire votre armée telle que vous la rêvez et surtout telle que votre légion l'aurait elle-même faite. On va être vraiment dans cet ADN tout au long de la mécanique de recherche et développement liée un peu à notre liste. Mais en tout cas, le choix d'une légion, avant tout, ça doit être un coup de cœur, ça doit être une couleur, une figurine, un schéma d'armée, un esprit guerrier qui a derrière tout ça. Je vous en dis pas plus, vous les connaissez toutes, ces légions. Vous avez inévitablement un petit chouchou parmi elles. Donc avant tout, ça doit être un coup de cœur. Suite à ça, suite à ce coup de cœur, le choix d'une légion, qu'est-ce que ça va vous débloquer ? Ça va vous débloquer déjà une règle d'armée
qui va être toujours très très fidèle au lore, hein. Ça va également vous débloquer des équipements spéciaux, des règles additionnelles un peu en mode signature, c'est-à-dire que ça va être des postures de défis particulières ou des réactions spécifiques à votre armée à jouer durant le tour adverse. Ensuite, ça vous débloque des détachements supplémentaires, mais qui là vont être extrêmement thématiques. Et naturellement, ça va vous débloquer également toute la galerie de personnages nommés et de datasheets spécifiques à cette légion que l'on ne retrouvera nulle part ailleurs. Donc si je dois revenir sur mon expérience personnelle, pourquoi ai-je porté mon choix sur les Iron Warriors ? Les Iron Warriors, honnêtement, c'est une armée qui me trotte dans la tête depuis bien longtemps. Et si je vais aux origines de mon amour pour cette armée-là, c'est quoi le coup de cœur finalement ? C'est le schéma, hein. C'est le schéma de couleur, c'est hyper impactant. Moi, je trouve qu'une armée d'Iron Warriors, ça me pète à la gueule. J'adore ça, l'impact que ça a. Une armée full métallique avec des chevrons noirs et jaunes. Je sais pas, il y a un truc qui me plaît là-dedans. On est un peu à la croisée de l'armée de fer avec les engins de chantier, le tout avec un esprit très bombardesque, quoi. Bref, moi, d'office, le premier contact, ça a été celui-là. C'est le contact visuel. Ensuite, on se rend compte que ce contact visuel, enfin ce schéma d'armée très puissant, très évocateur, on se rend également compte de sa facilité d'application par rapport à certains autres schémas. En termes de peinture, ça va se faire de manière assez relaxe, d'autant plus qu'ici, on va parler de grandes armées. Donc, élément supplémentaire non négligeable. Comme vous le savez, cette armée Horus Heresy, j'ai bien en tête de la faire assez vite. Donc, quelque part, les planètes sont plutôt alignées à ce sujet. Et si j'en viens finalement à la partie règles spéciales des Iron Warriors, ces règles spéciales, elles vont faire partie peut-être des moins séduisantes que vous offrent en fait tous ces différents libères. Les règles spéciales, elles sont moins sexy. Il y a un truc d'office qui va être beaucoup plus austère. On va être moins dans le sexy qu'ailleurs, quoi. Mais moi, s'il y a un truc qui me rend tout dur quand on parle d'Iron Warrior, c'est ce côté arithmétique du carnage, broyeur de cadavres, artillerie, une mécanique de guerre, une mécanique froide d'une guerre totalement brutale. Ça, cet esprit-là, en fait, je ne le retrouve pas forcément ailleurs. Quand on parle des Iron Warriors durant la première croisade, honnêtement, leur stratégie militaire, mais c'était une machine broyeuse sans fin. À l'époque, en plus, ils comptaient parmi les légions qui avaient le plus d'hommes. Il me semble que quand Perturabo les a retrouvés et en a tué 1 sur 10, enfin, on a fait tuer 1 sur 10, les mecs étaient plus de 200 000. Quand on parlait d'une légion absolument dantesque et une légion qui consistait en fait sur un champ de bataille. On assistait à une espèce de roulis sans fin de troupes qui venaient mourir au front, quoi. Le tout appuyé par de la bombarde, de l'artillerie. Donc le surnom en fait broyeur de cadavres vient de là. Leurs alliés en fait les dénommaient comme ça, les broyeurs de cadavres. Une map Iron Warrior, c'est tout simplement un bombardement perpétuel, quoi, mais un bombardement qui broie les morts, des morts broyés sur lesquels en fait débarquent toujours de nouvelles troupes qui partent au front. Il y a en fait, quand je dis l'arithmétique du carnage, c'est vraiment ça, quoi. Dans l'esprit de Perturabo, la guerre est une mécanique très froide, très brutale, dans laquelle en fait la vie n'importe à aucun moment, quoi. Donc moi, il y a ça qui me fait kiffer. C'est vraiment la machine broyeuse. Quelque part, je trouve que c'est l'expression peut-être la plus fondamentale de la laideur de la guerre, quoi. Un peu dans les univers 40 000 et 30K. Je trouve que l'Iron Warrior, il incarne ça à merveille. Cette guerre en roulis, cette guerre incessante, cette guerre mais qui se fait dans le vacarme le plus complet. Une guerre qui broie les morts. Voilà, moi c'est vraiment l'idée que j'avais en fait, que je voulais absolument jouer ça, et du coup je vais construire mon armée exactement dans cet esprit. Et puis autre argument, c'est les unités spéciales qui sont juste exceptionnelles. Donc là en fait, pour illustrer un petit peu tout ça, je vais vous dérouler très vite fait les différentes règles spéciales qu'on trouve dans une légion comme celle des Iron Warriors. Donc il faudra que vous imaginez que ce sera le cas pour toutes les autres légions.
Premièrement, dans l'arsenal des Iron Warriors, on va trouver des broyeurs à graviton. C'est tout simplement des super marteaux. Donc ça, d'office, moi, ça me plaît. Ça veut dire que sur mes figurines, je vais pouvoir avoir des marteaux d'une taille absolument délirante. Et je ne me suis pas privé en la matière. Donc, broyeur à graviton, c'est une arme extrêmement lourde. Typiquement, en fait, vous allez jamais taper en premier avec, parce qu'elle modifie beaucoup votre initiative. Donc ça, très très bon. Ensuite, autre règle spéciale, je vous ai parlé des petits bonus qu'on pouvait mettre sur une unité principale d'un détachement. Eh bien, ici, mon unité de bonus, elle s'appelle les défavorisés. En gros, je vais pouvoir donner le mot-clé sacrifiable à une unité. Sacrifiable, ça veut dire, chez les Iron Warriors, que pour l'ennemi, tuer cette unité alors qu'elle occupe un objet ou n'importe quel lieu stratégique, par exemple, eh bien, ça ne lui rapportera pas ou très peu de points. Ils sont sacrifiables, tout simplement. Donc là, on retrouve d'office, en fait, l'idée de jouer Iron Warriors au mépris de la vie de ses propres hommes, quoi. Donc là, on va pas se priver non plus à ce sujet. Si j'en viens maintenant au rite de guerre, donc qui est l'équivalent de la règle de détachement, ça s'appelle jusqu'au bout et ça veut tout simplement dire que toutes mes unités Iron Warrior vont ignorer les malus qui leur seront mis à leur test de panique, de fixation, sonner, neutralisation, etc. Bref, on parle ici de morale. Les tests de morale, et il y en a beaucoup dans le jeu, je vais toujours les faire sans malus. Donc là, on retrouve vraiment le côté absolument résolu des Iron Warriors. Chez les Iron Warriors, en fait, tous savent ce que Perturabo attend d'eux et aucun d'eux n'a besoin de conseils ou d'encouragement pour leur rappeler leurs objectifs. Donc très très bon aussi. Ensuite, on trouve une petite posture dans les règles spéciales que vous allez pouvoir adopter dans le cadre d'un défi. Cette posture s'appelle le trépas fielleux. La mort n'excuse pas l'incompétence, comme disait Perturabo. Elle va vous permettre en fait de faire le pari de dire que si vous mourrez, vous aurez une dernière frappe absolument dantesque. Donc très cool, là aussi, très très dans l'esprit Iron Warrior. Ensuite, on retrouve, comme je vous l'ai dit, des réactions signatures, entre guillemets. Donc les réactions, ce sont tout simplement des actions bonus que vous allez pouvoir faire durant le tour ennemi. Ici, ça s'appelle Amère Fureur. Je vous passe les détails, mais en gros, il s'agit d'une phase de tir qui va être absolument dévastatrice. Mais ce qui est cool, c'est qu'ils prennent en compte, comme ils le disent, les Iron Warriors répondent souvent aux fusillades de l'ennemi par une terrible fureur, tirant salve après salve au risque, en fait, de surchauffer leurs armes au mépris de leur propre sécurité, se vouant totalement à l'anéantissement de ce qu'il y a en face. Donc ça va faire de vos armes quelque chose de très fort, mais également de très dangereux. En fait, vous allez tirer tellement fort que vos armes vont surchauffer et potentiellement vous blesser. On continue dans les règles spéciales avec cette fois les détachements bonus auxquels vous allez avoir accès, en plus des apex et des détachements auxiliaires. Ici, on trouve la cohorte feu de fer qui va tout simplement vous permettre d'aligner beaucoup de blindés et de troupes d'appui. Cependant, les cases blindées de ce détachement, elles doivent être uniquement composées de bombardes Aquitor, donc une des machines préférées des Iron Warriors. Moi, je n'ai pas pris cette option-là, j'ai choisi un autre détachement du Liber Astartes qui est à peu près le même genre de détachement d'appui, mais qui me donne droit cette fois au Vindicator. Donc voilà, comme l'Aquitor bombarde n'a pas encore de figurine en plastique, il fallait bien que je me débrouille comme ça. Et un autre détachement hyper stylé qui s'appelle le marteau d'Olympia. Donc cette fois, c'est un détachement Apex. Donc un détachement lié à votre état-major qui va regrouper à la fois des transports, des Terminators et des troupes supplémentaires. Donc là, on est vraiment dans les maîtres de la polyorcétique et de la guerre d'usure. Ils vont privilégier l'utilisation d'une puissance de feu meurtrière dans le but de soumettre, tout simplement. Donc voilà, petit tour des règles spéciales. Donc vous vous imaginez que c'est le cas pour toutes les autres légions. Honnêtement, elles sont toutes super. Un excellent exemple, par exemple, ce sont les ultramarines. Les ultramarines à 40K, ils ont cette image un peu de légion, de chapitre du coup, un peu chiant, bon à tout faire, mais qui manque de personnalité. Là, dans le Liber Astartes, les ultramarines, ils sont excellents. C'est-à-dire que cette méga adaptation stratégique dont ils jouissent et quelque part
part la puissance de l'organisation qui est celle de leur Primark, en fait, elle s'incarne à merveille en termes de règles. Ça joue sur tout un tas de trucs. Ça va jouer sur votre déploiement, sur vos réserves, sur votre commandement. Enfin, ça s'incarne à merveille. Là, on trouve une vraie saveur et quelque part ici, on retrouve des ultramarines qui ont du goût. Donc ensuite, autre argument qui a été pour moi celui du choix des Iron Warriors, c'est tout simplement les datasheets qui vont avec. Donc on peut parler un petit peu de Perturabo. Je vais en profiter pour parler un peu de ce que sont des Primark en fait sur un champ de bataille. Les profils, quand on vient de 40K, ils n'ont pas grand-chose d'impressionnant. Bon, ils ont des armes clairement vraiment meurtrières, mais en fait on va retrouver vraiment le côté grand maître des armées. Et on retrouve également des trucs pas très jolis. Par exemple, Perturabo a une posture de défi qui va lui permettre en fait de donner l'ordre à une escouade alliée de faire feu sur le mec qui lui a lancé le défi, quoi. Là, on retrouve vraiment la laideur de la guerre suivant Perturabo. Ça, c'est absolument parfait, quoi. On n'est pas forcément très heureux de la jouer, mais putain, on se dit, si j'étais à la place de Perturabo, c'est exactement ce que je ferais. Il y a un mec qui est en train de faire le mariole devant moi. Je vais demander en fait à mon escouade de vétérans d'appui juste à côté de moi de le dégommer, quoi. Je lui refuse les honneurs d'un défi à la régulière. Ah voilà, moi ça me vend du rêve, c'est absolument parfait, quoi. Et autre chose concernant les Primark, c'est qu'on va en fait ils vous donnent encore des avantages en termes d'organigramme d'armée. Je vous ai parlé des unités principales d'un détachement. Donc des unités principales dans un détachement, ça vous permet de mettre des petites améliorations. Et ben là, quand vous jouez un Primark de l'ordre de Perturabo, toutes les unités d'un détachement vont avoir ce mot-clé unité principale. Et donc, elles vont pouvoir avoir chacune des bonus. Et quand on joue Iron Warrior, toutes ces unités vont être également sacrifiables. Donc là, on commence à voir le gameplay qui se profile derrière. C'est-à-dire que votre ennemi, il n'aura aucun intérêt à tuer vos troupes. Elles ne lui rapporteront rien en termes de victoire et de score. D'autre part, toute votre armée va avoir une énorme capacité à résister à tout ce qui va toucher au moral. Donc on commence à voir le gameplay, quoi. Moi, d'office, quand j'ai compris ça, je me suis dit, ok, une putain de marée d'infanterie inarrêtable qui va engluer l'ennemi sous la puissance de feu, sous le nombre, et qui va rendre le mec en face dans l'incapacité de scorer quoi que ce soit. Voilà, c'est vraiment le truc, c'est à mes yeux, c'est devenu comme ça, c'est devenu la marée d'infanterie. Et si je continue dans les unités spéciales, naturellement, on a le forge-guerre. Hein. Donc le forge-guerre, ça peut remplacer un Praetor chez les Iron Warriors. C'est tout simplement un méga maître du siège qui manie un énorme broyeur à graviton. La figurine, elle est trop stylée, je suis vraiment fan. Ensuite, dans le même esprit, on va retrouver l'escouade Terminator des tyrans de siège, des Terminators en armure cataphractie, mais qui sont équipés comme des brutes en tir anti-char, hein, avec des énormes missiles sur le dos. Ensuite, on trouve le manipule du cercle de fer, là qui est une cohorte en fait d'automates de combat. Eux aussi avec des énormes boucliers, des énormes broyeurs à graviton. Donc ça, c'est ce qui va remplacer chez les Iron Warriors les escouades de suite. Par exemple, les escouades de commandement. Moi, mon forge-guerre avec son énorme marteau, je peux choisir de le faire accompagner de 2, voire 3, voire plus de ces automates du cercle de fer. Donc là, plus stylé, tu meurs. C'est tout simplement excellent. Donc bref, des unités spéciales qui en ont vraiment, je trouve vraiment qu'elles ont de la gueule, quoi. Donc ça m'a vraiment conforté dans mon choix. Donc voilà, le choix d'une légion, il vous amène tout ça, mais bon, gardez à l'esprit que ça doit être un coup de cœur total. Le deuxième gros choix à faire, ça va toucher aux armures et aux machines. Et donc, ça va être le chapitre dans lequel on va parler un petit peu de figurines. Et des figurines, eh bien, figurez-vous qu'il va vous en falloir beaucoup. Donc, je profite de ce petit chapitre pour faire, quelque part, le tour de l'offre actuelle commerciale chez Game Workshop. En gros, qu'est-ce qu'on achète pour jouer à Horus Heresy, quoi. Donc, venons-en un petit peu à ce qui est, en fait, dans la mouvance actuelle. Il s'agit des kits plastiques
génériques. Donc par générique, j'entends tout simplement eh bien les différents types d'armures, par exemple. Donc ces kits plastiques génériques, vous allez y trouver eh bien toutes les escouades tactiques avec les différents types d'armures. Vous allez y retrouver des escouades plus typées comme les escouades d'assaut, quelques escouades de vétérans. Bref, en tout cas, ces kits plastiques, si j'en reste au fondamental, par exemple, de l'escouade tactique de 20 personnes, hein, ces kits sont tous excellents. Ils sont, moi j'adore tous les designs, hein, honnêtement, MK2, 3. Donc ouais, tout n'est pas encore sorti. Actuellement, on a MK2, MK3 et MK6. Donc ça, ce sont les plus récentes. On attend avec impatience la MK5 et je pense qu'un jour, ils vont bien finir par nous refaire un petit rafraîchissement de la MK4, qui est sans doute l'armure la plus connue de l'hérésie d'Horus. Donc tous ces kits, ils sont vraiment très bons. On a quand même des boîtes avec le petit tarif réduit. On a quand même des boîtes à 50 € où il y a 20 figurines dedans. Tu vois, ça fait quand même plaisir. On est un peu dans le même genre d'offre commerciale comme on en peut en retrouver chez Old World, par exemple. Mais ça, c'est le genre de truc qu'à aucun moment, t'en trouves à 40K. Hein. À 40K, maintenant, pour 50 €, t'as 3 Gugus. Donc, ici, vous en avez 20. Donc, tous ces kits sont vraiment très bons. Cependant, il faut garder à l'esprit qu'en termes de modularité, ça va pas bien loin. Par exemple, tous ces kits sont découpés en grappes de 5. Donc, dans une boîte de 20, vous aurez 4 grappes identiques de 5. Donc c'est vrai qu'on a vite fait le tour des différents corps et donc ensuite on va un peu s'amuser à varier les poses des bras principalement, les casques et faire tout simplement un petit peu de conversion pour varier les plaisirs. Mais c'est vrai qu'on a quand même ces kits très figés. Par contre, c'est un vrai kiff à monter, quoi. Ça se monte vraiment très 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 vite, ça se monte très 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 bien. C'est un vrai plaisir, c'est pas très cher, donc vraiment ces kits plastiques là d'infanterie, ils sont vraiment excellents. Ensuite, on a une énorme valse de blindés. Ça, c'est clairement la grosse carotte qui donne envie et qui fait jalouser pas mal de monde 10 000 ans plus tard, hein, à vrai dire. Donc là, c'est une gamme en plein essor, hein, de plus en plus. En fait, on réactualise les vieux kits Forge World en nouveau kit plastique. Le dernier en date, c'est le Failblade. Hein. Celui-là, il a l'air vraiment magnifique. Peut-être que je vais me le prendre, on verra. J'ai pas encore fait mon choix sur le super lourd. Mais en tout cas, voilà, c'est une gamme en plein essor. Et c'est une gamme jamais décevante. Cependant, là, on change de famille concernant les kits. Les kits sont infiniment plus complexes que ceux qui vous ont offerts pour l'infanterie. Là, monter un véhicule Horus Heresy, c'est du boulot. Que je prenne un Léviathan, un Spartan ou n'importe quel dérivé de Land Raider, putain, c'est du gros kit. Il y a énormément de pièces. Bon, le champion toute catégorie, c'est le dernier né, le Dreadnought Saturnine, qui vous prendra au bas mot une bonne dizaine d'heures à être monté. C'est vraiment il est titanesque ce truc. Il y a un nombre de pièces absolument fou. Donc voilà, un gros lot d'infanterie, un gros lot de blindés. Et après, on va retrouver tout ce qui touche en fait au kit d'équipements spéciaux. Et donc ce sont des kits tout simplement de grappes. Donc ce sont des petites boîtes thématiques en général qui vont vous permettre en fait d'ornementer les différentes escouades tactiques que vous trouverez en kit de 20. Parce que là, il faut garder un truc à l'esprit, c'est que à Horus Heresy, tout ce à quoi vous aurez accès, c'est ça, c'est des escouades basiques. Et si par exemple vous voulez en faire des escouades d'appui, des escouades de vétérans, des escouades qui accompagnent votre Praetor, donc c'est-à-dire des suites de commandement, tout ça va vous falloir le faire vous-même à partir de ce matériau brut que constitue l'escouade tactique. Et pour ce faire, l'éditeur nous offre quelques grappes. Et là, le bilan il est plus mitigé parce que ces grappes, moi je trouve qu'elles sont chères. Honnêtement, le tarif, il est vraiment assez bourrin. Si je prends pour preuve, par exemple, le kit qui vous permet en fait d'équiper vos Marines tactiques en corps à corps, donc il y a 36 options, on trouve de quoi équiper des sergents. Bref, une flopée d'armes de mêlée qui vous seront utiles sans aucun doute. On est quand même sur un kit à plus de 30 €. Je trouve ça un peu vache et même constat en fait pour les différents kits d'armement. Donc là, on est principalement sur de l'arme lourde pour faire des équivalents de Devastator. Donc arme lourde ou arme spéciale pour faire différents types d'escouades d'appui. Là aussi, je trouve le tarif assez salé concernant ces grappes d'amélioration. Bon.
Vous connaissez le délire, on est au 3e millénaire, pas au 30e, mais on a déjà l'impression 3D, donc tout ça, il y a quand même moyen de bien y remédier. Mais en tout cas, ouais, les sets d'amélioration, quels qu'ils soient, pour les Dreadnoughts, pour l'infanterie, pour les blindés, je trouve ça assez chéro et bien moins honnête et attractif en fait que le reste de la gamme. Donc sur toute cette partie-là, finalement, qui est la partie en plastique, cette partie-là ne cessera jamais de s'étoffer. Honnêtement, les nouveautés, elles abondent, quoi. Vraiment, depuis la sortie de la V2, on a toujours eu des nouveautés Horus Heresy plastique. Donc là, pour l'instant, ils sont en fait dans l'actualisation de ce qu'a été les anciennes gammes Forge World. Mais en fait, tout finira par arriver. Je pense que d'ici quelques années, on aura l'intégralité des blindés Forge World en plastique. Bon, la question demeure pour tout ce qui va être d'une taille titanesque, hein, on ne sait pas encore. Un Thunderhawk plastique, pourquoi pas. Moi, en tout cas, ça me fait rêver. Mais en tout cas, tout ça est en plein essor. Les autres armures pas encore sorties ou pas encore actualisées, elles vont arriver. Voilà, c'est une offre, je trouve, qui est en plein boom, quoi, tout simplement. Et elle n'est jamais décevante, vraiment pas, quoi. Moi, je trouve que tous les refresh là des armures, ils sont vraiment parfaits. Et la dernière en date, la MK2, oh putain, elle est magnifique. Moi, j'adore, hein, vraiment, j'adore. Donc, des kits vraiment très bons qui peuvent aussi bien s'adresser aux débutants qu'aux modélistes confirmés. Bref, tout est à faire. En tout cas, le plastique, c'est fantastique concernant l'Horus Heresy. On peut en venir maintenant en fait aux différentes options de personnalisation esthétique. Donc ça va encore se passer chez Forge World. Bah là, à vrai dire, pas grand-chose à dire. Vous allez avoir accès à des casques, à des épaules, avec différentes gammes d'armure. Là, la dernière fois qu'ils avaient fait ça, cette gamme-là, c'était pour l'armure MK6. Toutes les légions ont eu leur casque MK6, leurs petites épaules MK6. Mais cependant, bah là, les mecs, on est chez Forge World. C'est-à-dire que 10 casques, 20 euros. 10 épaules, 20 euros. C'est-à-dire votre escouade tactique pas cher du tout en plastique, vous allez lui ajouter 40 balles pour 10 mecs. Là, on est tout simplement dans l'odieux, donc hors de question de passer par là. En tout cas, ça existe quand même. Et si j'en viens en fait au reste de la gamme Forge World, donc cette gamme qui est encore en résine, qu'est-ce qu'on va y trouver encore chez Forge World? En fait, tu te dis, ok, je joue à Horus Heresy, maintenant il y a des kits plastiques, je ne vais utiliser que des kits plastiques. Bah ouais, mais figurez-vous les gars que toutes les datasheets les plus spécialisées, c'est-à-dire par exemple les différents types de Terminator par légion, toutes les légions ont un Terminator signature, entre guillemets, bah tout ça c'est encore chez Forge World que ça se passe. En vérité, toutes les unités les plus marquées d'une légion, les plus ornementées, c'est encore chez Forge World que vous les trouverez. Par exemple, les gardes Phoenix Emperor Children en armure Tartaros, bah ça pour les faire vous-même, vous allez encore un peu vous galérer les gars. Du coup, on se dit, bah ok, je vais me procurer ces unités spéciales d'une manière ou d'une autre, suivez mon regard, parce que ouais, chez Forge World, 5 Terminator, c'est 100 euros, hein, les mecs, donc on va se calmer. Donc, ok, on va jeter notre dévolu sur ces figurines-là, parce que naturellement, on a envie d'une légion la plus personnalisée possible, et donc aligner ces unités les plus emblématiques, ça paraît indispensable. Cependant, bah, c'est là que va se creuser un petit écart dans la gamme, parce que à l'image de tous les autres jeux Game Workshop, on a eu un changement d'échelle dans Horus Heresy, mais également un changement de proportion. Si vous regardez en fait les anciennes armures MK4, qu'elles soient en plastique ou même les unités Resin Forge World, on voit que ça a changé quoi. On parle pas vraiment de taille, parce qu'en taille finalement on a très peu gagné par rapport à ces figurines-là. On va plutôt parler de proportion. Quand on voit les anciennes armures avec MK4, on voit que les membres sont fins, que les têtes sont grosses, les épaulettes aussi sont assez grosses. Ils ont tous ce look un petit peu goofy, et par goofy, j'entends tout simplement que c'est une échelle de proportion qui nous vient tout le droit des jeux fantasy, comme Warhammer Battle. Donc maintenant, tous les jeux Game Workshop ont adopté en fait des proportions beaucoup plus fidèles à la physionomie humaine, c'est-à-dire des proportions beaucoup plus réalistes qui du coup s'éloignent un peu de l'échelle fantasy qui naturellement est plus fantaisiste et moins réaliste. Et donc on va retrouver un petit peu ça
chez les références Forge World et globalement toutes les références les plus anciennes de ce jeu. Donc moi j'en ai, donc par exemple j'ai mes Terminator de siège tyran, donc les plus maniaques d'entre vous se diront ah mais putain ça va avoir du mal à cohabiter tout ça et tout. Bah en fait non ça va quoi, ça va tout à fait bien, franchement ça passe crème. Moi je recommande assez peu tout ce qui tourne autour des armures MK4 parce que là ouais ok c'est vraiment vieillissant en termes de proportion et surtout qu'on sait très bien que ça va être refait dans pas trop longtemps j'imagine. Donc néanmoins, quelque chose à garder à l'esprit, dès lors que vous allez vous pencher sur des références plus anciennes, on ne sera pas tout à fait sur la même taille, sur la même échelle. Donc là, il va falloir soit se conformer à ça, ou soit tout simplement faire appel à l'alternative qui est la création 3D. Et donc là, on touche du doigt quelque chose d'immense. À vrai dire, Horus Heresy est le jeu où il y a le plus gros vivier de créateurs 3D. Donc là, moi, par exemple, pour mes Terminators de siège tyran, bon, j'ai pris ce Forge World ou quelque chose qui y ressemble, suivez mon regard, mais j'aurais très bien pu en fait faire appel à un créateur 3D et des créateurs 3D, il y en a partout et des Terminator Iron Warrior, j'en aurais trouvé sans aucune difficulté comme chez Tortuga Bay Studio par exemple qui sont très bons. J'ai décidé de rester fidèle quelque part aux figurines telles qu'elles m'avaient été présentées à l'époque. Pour l'instant, pas trop de création 3D de mon côté, mais sachez néanmoins que tout est absolument possible. Si vous voulez du despoiler de l'Alpha Légion, du Destroyer White Scars, tout est possible, tout existe, mais bon, tant que le créateur en question ne se fait pas striker, parce que c'est désormais une véritable chasse aux sorcières qui s'est amorcée du côté de l'éditeur de jeu. Mais en gros, si je devais résumer quand même la politique de Forge World, c'est aller vous faire foutre, hein. Qui met plus de 100 € pour 5 Terminator? Qui met 50 € dans un seul et unique QG? Moi, je suis un vrai fanboy de tout ça, Forge World et tout, j'adore. J'ai pas un titan, tu vois. Bon, voilà. Mais non, en fait, non. Là, il n'y a pas moyen. Financièrement, il n'y a pas moyen. Donc, peu importe le modèle alternatif que vous choisissez, que ce soit du recast, que ce soit de la création 3D, franchement, allez-y. Forge World, désormais, ils se foutent complètement de notre gueule. Les tarifs ont toujours été odieux. Désormais, pour moi, ils sont tout simplement hors de portée. Je n'ai pas les moyens de m'acheter des figurines Forge World. Donc, hop, next. Donc, comme vous pouvez le voir, le choix à faire en figurine dans la gamme Horus Heresy n'a rien de très évident. Il faut en fait ne jamais oublier que tout ceci peut s'articuler autour de votre lore, le lore de votre armée que vous prévoyez de faire. Le choix des armures, le choix des blindés et donc le choix des kits, en général, va se faire un peu en accord avec le petit lore de votre légion. On en avait parlé dans l'émission précédente, mais le choix de l'armure à elle seule peut inclure tout un tas d'embranchements narratifs différents. Donc là, j'ai envie de dire, il y a un choix à faire. En termes de visuel, moi je trouve qu'on a toujours beaucoup plus de puissance dans une armée, par exemple, qui n'utiliserait qu'un seul type d'armure. Néanmoins, faut savoir s'amuser un petit peu et c'est vrai que de monter 80 figurines à base d'armure MK3, ça peut être un peu gonflant. Donc là, il y a un choix à faire. Soit vous mixez et donc vous perdez un peu plus en impact visuel, soit vous restez sur un ADN très fort avec un seul type d'armure et quelque part assez peu de blindés différents. Par exemple, une énorme armée full MK3 qui alignerait par exemple 2 Dreadnought Léviathan et beaucoup de cataphracti, évidemment ça a de la gueule. Par contre, en termes de modélisme, ça va se faire un peu au détriment du fun. Et pour donner vie à tout ça, je suis bien obligé de parler un petit peu de la boîte de base de la version actuelle du jeu, donc Saturnine. En quoi cette boîte de base peut-elle vous aider? À vrai dire, contrairement à la version numéro 2 du jeu, je trouve que cette boîte Saturnine, elle ne s'adresse pas forcément à tout le monde. Le choix de l'armure MK2, il va comme un gant à certaines légions, typiquement l'Iron Warrior, ça lui va comme un gant. Mais par exemple, si on veut jouer Emperor Children, on imagine assez mal la chose. Emperor Children, on serait plutôt sur du MK4 ou 6. Donc d'office, dans cette boîte, on a un choix d'armure qui sera pas forcément raccord avec tout le monde. Idem, en fait, du côté des gros châssis.
toute la partie Saturnine, hein, donc c'est-à-dire les 6 Terminator et le Dreadnought Saturnine, peut-être que ça ne s'intègre pas si facilement dans toutes les légions. On imagine assez mal, par exemple, ces gabarits-là du côté de l'Alpha Légion. Voilà, quand on joue les infiltrateurs, on n'est pas censé en fait être enchâssé dans un tank. Bref, finalement, cette boîte, elle est assez compliquée, y compris également la plateforme d'autocanon Arachnae. Toutes les légions n'ont pas vocation à aligner en fait des plateformes d'armes automatiques. Donc c'est une offre de départ qui est peut-être plus difficile que celle qu'avait représentée la boîte en V2. La boîte en V2, honnêtement, il y avait plein de MK6, un gros Land Raider, un Dreadnought, des persos. Tout le monde pouvait piocher dedans sans craindre d'être ridicule, quoi. C'était absolument raccord avec tout le monde. La boîte Saturnine, voilà. On est un peu dans une forme d'ambivalence. Elle va s'adresser très bien à certaines légions, genre par exemple des Dark Angel. Vous les mettez en Saturnine, c'est magnifique, hein, avec des plasmas, il y aura aucun problème. Mais voilà, on est sur une offre de départ moins évidente qu'elle ne le fut. Et donc venons-en un petit peu à mon expérience personnelle, hein, mon expérience de modélisme Iron Warriors. Ça fait à peu près 2 mois que je suis dessus. Honnêtement, ça a été un énorme kiff. Enfin là, j'ai quasiment fini de tout monter. Ça a été un énorme plaisir, quoi. Vraiment quelque chose de très bien que j'ai fait du coup en adéquation avec le list building. Hein. Voilà, tout a été plus ou moins conceptualisé de A à Z. Néanmoins, je me suis quand même permis de nombreux petits écarts. Donc, je suis parti évidemment de la boîte Saturnine, donc là qui n'a aucun problème à bien être incarné en Iron Warrior. Donc ça, c'était mon noyau de départ. J'avais plein de MK2, mais j'allais m'en servir pour faire d'autres types de troupes en armure MK2, évidemment. Et donc, j'ai bouffé un peu à tous les râteliers concernant l'offre commerciale. Donc, j'ai acheté pas mal de kits plastiques, hein, que ce soit du MK3, du MK6, des véhicules. J'ai également eu un recours assez massif au recast, hein, je ne m'en cacherai pas. En gros, tout ce qui est estampillé Forge World, je l'ai fait recaster sans vergogne. Là, voilà, mes 10 épaules MK6, ça me coûte 2,50 €. Pas 20, tu vois, on est quasiment, on divise le prix par 8 ou 10. Idem, en fait, les unités vraiment signatures comme le Warsmith, comme les automates de combat, du cercle de fer, tout ça, c'est du recast. Honnêtement, c'est de très bonne qualité. J'ai une petite adresse hongkongaise qui me donne beaucoup de joie. Mais en tout cas, à chaque fois qu'on me donne l'option entre du recast et du plastique, naturellement, je vais toujours aller vers le plastique, quitte à payer beaucoup plus cher, mais en termes de confort, d'assemblage et même de peinture, le plastique, voilà, moi quand j'ai le droit au plastique, je prends le plastique, ça ne fait aucun doute. Je vais pas m'amuser à faire des Dreadnought Léviathan en résine, c'est hors de question. Mais bon, pour tout ce qui est Forge World, en gros, quand la seule autre option c'est de la résine, autant la faire recaster. Voilà, on divise le prix par 10, tout va bien mieux. Donc j'ai bouffé un peu à tous les râteliers, un noyau dur en fait en plastique, pas mal d'accessoirisation, donc tête, casque, épaules, tout ça en recast, y compris les unités signature Forge World et un peu de bits 3D de différents créateurs que je suis allé piocher à droite et à gauche pour habiller tout ça. Donc si vous êtes un peu paumé dans cette jungle en fait de la création 3D, tout simplement appelez les pros. Si vous appelez Sales Figurines, d'une part vous avez sans doute ce qui est le plus gros catalogue de bits 3D Horus Heresy en France, et d'autre part vous allez vous adresser à quelqu'un qui connaît très très bien le jeu. Donc moi j'ai fait des tests avec lui, avec Rémi. Je lui dis t'as quoi par exemple en Alpha Légion, tel type d'unité, tel type d'unité, tel type d'unité. À chaque fois il y a du visuel en pagaille. Il y a du choix en pagaille, vous aurez absolument toutes les options du monde. Donc n'hésitez pas à lui donner un coup de fil à Sales Figurines. Ne vous fiez pas à ce qui est en vente sur son site, Sales Print Studio. Tout simplement, c'est un échantillon assez tout petit de ce qu'il est capable de vous offrir en matière de figurines Horus Heresy. Le mec, c'est simple, il a tout, il peut tout faire. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Plutôt que de vous paumer longuement sur des sites comme Cult 3D, appelez des gars qui savent de quoi ils parlent en la matière. Rémi se fera un plaisir de vous communiquer toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Mais en tout cas, de mon côté, ça a été vraiment énormément de plaisir, cette très longue séance de montage Iron Warrior. J'ai pu à peu près tout faire. En fait, grâce à l'accessoirisation, j'ai eu aucun mal
à bien marquer mes différentes escouades pour qu'elles aient toutes un look un petit peu différent. Donc mon ossature principale sera en MK2, mais j'ai quand même adjoint les services de quelques MK3, par exemple pour faire des brècheurs, ou de quelques MK6 dont je vais me servir comme étant des inductis, c'est-à-dire des troupes très très fraîchement créées. La plupart de ces inductis, elle s'incarnera au travers de troupes d'appui. Donc là, j'ai utilisé un peu les différentes grappes d'armement qui s'offraient à moi pour faire du tactique avec de l'autocanon, avec du rotor canon, de la volkit, etc. En mixant les casques, en mixant les différents types d'épaulettes, j'arrive en fait à bien marquer mes différentes escouades pour que tout ceci ait une âme. Il y a eu aussi pas mal de recyclage dans ce projet modélisme au long cours. J'ai remis la main sur des très très vieux rhinos des collections Conquest, et donc en utilisant les grappes d'accessoirisation de véhicules que je venais d'acheter, j'ai pu en fait recycler tout ça, remettre des vieux rhinos au goût du jour avec un peu d'iconographie Iron Warriors et tout. L'exercice était assez sympa de me resservir de très très vieux châssis qui ne valaient absolument plus rien pour en faire des trucs viables et jouables, avec un peu le dernier cri en matière d'accessoirisation et d'options d'armement. Très très cool. Donc on va maintenant aborder le troisième choix à faire. Donc le premier, c'était le choix de la Légion. Le deuxième, c'est le choix en termes de gamme de figurines. Le troisième choix, c'est en gros quelle sera la thématique guerrière de votre Légion jouable à Horus Heresy. À vrai dire, ce choix-là va être assez vite fait parce que votre Légion, dans son propre libère, va vous offrir en général un ou deux, voire plus, détachements très typés qui va vous donner en fait un esprit très particulier. Et clairement, les règles, elles vont vous encourager à le faire. Elles vont vous encourager clairement à jouer ce type de détachement signature qui va en fait définir ce que sera votre armée et son ADN principal. Donc pêle-mêle, en fait, dans ces détachements additionnels, on va trouver des trucs excellents qui vont vraiment permettre de pousser votre armée à un autre niveau thématique. Si j'en reste par exemple aux Imperial Fist, eh bien vous allez pouvoir avoir un détachement spécial qui va vous encourager clairement à jouer la garde du phalanx, c'est-à-dire cet énorme vaisseau c'est presque un monde chapitral, le phalanx pour les Imperial Fist. Voilà, vous allez avoir du détachement qui va vous permettre de jouer les gardiens du phalanx, et donc dans ce type de détachement, on va jouer beaucoup de MK3, beaucoup de brècheurs, des vétérans brècheurs, des templiers, voilà, en gros, de l'élite à bouclier, ça va être absolument parfait. Donc là, en fait, vous allez trouver la flexibilité nécessaire dans ce détachement additionnel pour pouvoir monter la force telle que vous la conceptualisez, une force de défenseur du phalanx. Donc je ne vais pas revenir sur tous les types de détachements additionnels, mais en gros, les choses sont très naturelles. Si vous jouez White Scars, naturellement, vous allez avoir des détachements supplémentaires qui vont mettre le paquet sur l'attaque rapide. Si vous jouez Alpha Légion, vous allez avoir accès à tous les éléments différents de reconnaissance, des snipers, des tueurs, des assassins, embusqués, infiltrés, etc. Donc c'est là qu'on retrouve véritablement l'ADN en fait de votre armée. Ce détachement, quelque part, il n'est pas forcément indispensable parce que vous pouvez très bien dans votre lore choisir de jouer les choses différemment. On peut très bien choisir de jouer White Scars et d'aligner un maximum d'armure Terminator. Si tel est le cas, un détachement armure Terminator, vous en trouverez dans le livre de règles de base. Donc aucun problème. En fait, une seule légion peut prendre n'importe quelle forme. C'est juste que ces détachements auxiliaires supplémentaires et ces apex, ils vont clairement vous orienter dans tel ou tel type de liste et il faudra vous y conformer. Cependant, en fait, malgré cette jungle de détachements auxiliaires supplémentaires Apex, etc., vous n'esquiverez jamais en fait ce qui va être un gros noyau de troupes. Cependant, par troupe, on entend souvent l'escouade tactique, mais dans Horus Heresy, des troupes, vous avez quand même pas mal d'options. Donc, outre l'escouade tactique, qui peut se jouer jusqu'à 20 personnes, une énorme phalange de Marines tactiques, vous allez pouvoir choisir d'autres options. Parmi ces choix de troupes, on va trouver par exemple les brècheurs, donc c'est-à-dire ces Marines d'abordage avec bouclier et bolter.
Breacher. Là aussi, évidemment, ça va parler très fort à certains types de légions. Des Breachers, on a envie de voir ça en Imperial Fist, en Iron Warrior, finalement à toutes les factions qui sont qui ont un peu le siège dans le sang et l'abordage dans le sang. Donc très cool. Vous allez pouvoir trouver aussi les Despoilers. Donc ça, en fait, c'est l'équivalent des Marines tactiques, mais équipés pour le corps à corps. Donc là, naturellement, quand on joue une légion qui a une appétence particulière pour le corps à corps, comme les World Eaters ou les Blood Angels, évidemment, nous n'allons pas nous priver. Donc, autre type de troupe, des Marines de corps à corps. Et un autre type de troupe, c'est la troupe d'assaut. Donc, cette fois, encore une fois, des Marines de corps à corps, mais équipés de Jump Pack. Donc là, évidemment, ça encourage encore clairement à jouer des armées thématiques. On peut très bien faire des phalanges entières de guerriers White Scars ou Blood Angels avec des Jump Pack. Donc, finalement, ce choix de troupes, il est assez varié. Et d'office, il va donner le ton à toute la suite. Mais du coup, ça vous donne ça quand même, ça vous donne 4 types de choix parmi les troupes. Donc pour un ADN déjà bien solide avant d'y ajouter quoi que ce soit d'un peu élite ou exotique. Donc le thème de votre armée à Horus Heresy, j'ai envie de dire, c'est vraiment le plus important. Est-ce qu'on va jouer énormément de phalanges de troupes? Est-ce qu'on va jouer un détachement beaucoup plus axé élite, beaucoup plus axé infanterie lourde, comme les innombrables types d'armure Terminator, Tartaros, Cataphractis, Saturnine, etc. Est-ce qu'on va jouer une grosse phalange de vétérans? Voilà, en gros, tout est absolument possible et en fait, dans les bouquins, toutes les armes seront proposées pour que vous ayez à disposition déjà un cadre qui peut paraître très strict, mais qui va être très clair, et le minimum suffisant de flexibilité pour pouvoir jouer un peu la variété. Donc tout ceci, c'est vraiment excellent, et j'ai envie de dire, c'est la partie la plus intéressante du list building. C'est vraiment le thème global qui sera derrière votre armée. Et donc, on vient au 4e choix. Enfin, là, c'est pas un choix, c'est plutôt une obédience. L'obédience à ce fameux organigramme d'armée. Donc, je vais vous dérouler ma liste Iron Warriors telle que je l'ai un peu conceptualisée. Comme ça, vous aurez une idée assez claire, en fait, de ce qui s'offre à vous. Donc, je pars sur une liste de 4000 points. C'est-à-dire que je vais utiliser cet organigramme de 3000 points pour bâtir une force de 4000. Donc déjà pour vous prouver que en ayant un peu de suite dans les idées, on parvient à s'en sortir même avec des tailles d'armée supérieures. On commence naturellement par mon grand chef et donc le détachement principal de mon armée. Mon grand chef n'est nul autre qu'un forge-guerre équipé d'un énorme broyeur à graviton. Celui-là, j'aurais bien tort de m'en passer. Ce seigneur de guerre me donne accès au détachement Apex. On va revenir dessus tout à l'heure. Du côté des QG, j'ai un centurion. Donc ce centurion va me donner le droit à 2 détachements auxiliaires supplémentaires, comme on l'a vu précédemment. Ensuite, un petit Optae. Un Optae, c'est tout simplement l'équivalent d'un lieutenant. C'est un petit perso pas cher. Lui, il est là uniquement pour me donner en fait un détachement auxiliaire supplémentaire. Et on finit par le maître de siège, dans le Siege Breaker, avec là encore une fois un énorme marteau à graviton qui lui aussi va me donner droit à un détachement auxiliaire supplémentaire. Dans ma liste de troupes, donc là j'ai pris 3 choix de troupes, c'est tout simplement 3 escouades tactiques de 10 personnes. Parmi ces escouades tactiques, il y en a une qui va me servir d'unité principale. Et donc cette unité principale, elle me donne accès à une amélioration. Et comme je vous en ai parlé, j'ai choisi l'amélioration bénéfice logistique qui va me permettre d'intégrer l'unité de mon choix. Et donc dans ma force Iron Warriors, j'ai pris le parti pris d'aligner très peu de vétérans. En gros, je ne vais pas avoir accès à un détachement auxiliaire supplémentaire uniquement composé de vétérans. Je vais me servir de ce bénéfice logistique pour inclure l'unité de mon choix. Et cette unité de mon choix, c'est une escouade tactique de vétérans
équipés de fusils désintégrateurs. Donc là, en termes de modélisme, je leur ai mis des petites marques bien à eux. Ils sont armés jusqu'aux dents. C'est une escouade de 10 gars à 250 points. Donc la différence principale des vétérans par rapport à un Marines normal, c'est qu'ils ont 2 points de vie et qu'ils ont quelque part des meilleures stats en capacité de tir, mais également en commandement. Donc ça, ce sera ma seule et unique unité de vétérans dans cette armée. Et pour finir ce détachement principal, j'ai juste ajouté 2 petits rhinos, les fameux rhinos que j'ai recyclés, avec quelques équipements, des petits combi-bolters, des lames de bulldozer, de l'éclairage, etc. Donc on va en venir maintenant au détachement supplémentaire et on va commencer par mon détachement Apex que je débloque grâce à l'inclusion de mon forge-guerre. Donc ce détachement Apex, il inclut pas mal de trucs. J'ai tout d'abord un nouveau petit noyau de troupes et cette fois j'ai choisi des trucs un peu plus spécialisés comme une unité de 10 Marines d'assaut, donc des MK2 à réacteur que je devrais recevoir bientôt et une autre unité de MK3 Breacher. Donc voilà, un peu de variété dans mes troupes, ça me fait encore un paquet de monde sur table. Comme je vous l'ai dit, de toute manière, cette armée, elle a vocation à aligner un maximum d'infanterie. Ensuite, j'ai accès à une unité suite et donc dans cette suite, j'ai choisi tout simplement 2 automates du cercle de fer, 2 automates de combat équipés d'énormes broyeurs à gravitons. Ça représente tout simplement la suite de mon forge-guerre, donc qui sera bien niché entre eux deux. Et donc, le fait d'avoir cette unité-là me débloque pas mal de règles spéciales, d'avoir un forge-guerre et sa suite, ça va me débloquer pas mal de trucs en plus. On continue ensuite avec 2 cases de Heavy Assaut, donc des Terminators. J'ai choisi naturellement 5 tyrans de siège, 5 Terminators cataphracti équipés de lance-missiles, ainsi que 3 Terminators Saturnines équipés de fusils désintégrateurs lourds. Et pour finir avec ce détachement marteau d'Olympia, j'ai choisi un bon vieux tank Spartan, donc un gros Land Raider à 400 points équipé de canons laser. Parmi ces unités, mon unité principale sera mon escouade de tyrans de siège, à qui donc j'ai ajouté une petite amélioration qui est combat vétéran. Tout simplement, ce sont des vétérans endurcis qui auront des meilleures stats en termes de commandement. Donc un détachement Apex quand même très lourd qui fait 1500 points à lui tout seul. Et ensuite, je vais vous dérouler mes 4 détachements auxiliaires. Un de ces détachements auxiliaires est tout simplement un détachement de Heavy Support, donc de Dreadnought, et j'inclus un seul et unique Dreadnought Saturnine. Bon, voilà, là, c'est sans surprise. Ensuite, j'ai un détachement auxiliaire de support blindé qui va intégrer un Sicaran Venator, donc un énorme chasseur de tanks, ainsi qu'un Vindicator de siège équipé de son Demolisher Cannon, un indispensable pour toute armée d'Iron Warriors qui se respecte. Ensuite, j'ai un petit détachement d'appui tactique qui va regrouper une escouade de 5 marines équipées de rotor cannon et d'une plateforme Arachnae, donc la fameuse plateforme d'autocanon qui est disponible dans la boîte Saturnine. Et pour finir, un détachement d'appui tactique qui va regrouper 5 marines de Heavy Support avec autocanon et pas moins de 4 batteries à rapière avec un quad launcher. Donc là, on est vraiment dans l'artillerie pure et dure qui va synergiser très bien avec mon maître de siège. Voilà, tout ça, ça fait 4000 points. Vous voyez qu'en fait, il y a beaucoup de figurines sur table, mais les blindés, en fait, ils sont tellement chers en points que finalement, arriver à 3000, ça va assez vite. Et ensuite, dans le list building, il y a une certaine satisfaction qui est de pouvoir ajuster. Par exemple, on n'est pas figé comme dans Warhammer 40 000. Une unité de Marines, quelle qu'elle soit d'ailleurs, vous allez pouvoir la jouer par 10, mais également par 12, par 14, par 17. Vous allez pouvoir varier les équipements, une baïonnette ou une petite lame tronçonneuse ou des grenades ou des bombes à fusion. Tout ceci, ça se paye en points, c'est incarné en termes de règles. Donc on retrouve avec plaisir en fait cette flexibilité en termes de coûts en points qui va nous permettre d'affiner les coûts pour arriver à un chiffre bien rond. Chose assez difficile désormais dans 40K depuis l'avènement du Wargear gratos. Donc ça fait
fait également plaisir de retomber sur ce genre de truc. Merde, il me manque 10 points, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, j'équipe cette escouade de marine tactique avec des baïonnettes, où j'équipe ce centurion de bombes à fusion. On a un peu les marges de manœuvre qui vont bien pour pouvoir affiner les coups. Et donc, parmi cette armée assez gigantesque, je dois l'avouer, quelles sont un peu les variables d'ajustement possibles dans tout ça ? Une des principales, ça va tout simplement être les QG. En général, les QG que vous choisissez dans votre organigramme, ils vont impliquer certaines datasheets associées. Par exemple, quand vous jouez un champion, ce mec-là, il a clairement vocation à accompagner une escouade de commandement, de centurions, ou une escouade d'élite, de vétérans, de corps à corps, avec des boucliers, ce genre de truc, quoi. Idem, les différents choix que vous avez en termes de Psyker, les différents choix que vous avez en fait en Centurion, en Praetor, avec les différents types d'armure. En bref, à chaque personnage, généralement, il y a une unité assez golden qui vient avec. Donc ça, c'est un bon moyen également pour pouvoir varier ces listes. Moi, je me suis mis de côté quelques petits personnages bonus comme ça. J'ai converti quelques champions, j'ai converti quelques porte-étendard, tout simplement pour donner un peu de flexibilité à tout ça. Donc les QG sont d'ores et déjà une très bonne manière de pouvoir varier ces listes. Ensuite, comme vous l'aurez noté, je n'ai rien de très gros dans cette liste. Donc le plus gros que j'ai, c'est un Land Raider Spartan à 400 points. Mais il faut garder à l'esprit que l'ajout d'un blindé super lourd ou d'un Primarch ou des deux va réellement bousculer votre organigramme, chacun de ces types d'unités prenant un détachement à lui tout seul. Et donc là, moi, typiquement, dans ma liste, j'ajoute Perturabo et un tank super lourd Failblade, eh bien je passe à 5000 points sans effort. Donc ça, c'est un peu de la triche. 2 figurines, ça fait 1000 points, mais néanmoins, ça peut être un bon moyen pour passer à la vitesse supérieure et à l'échelle supérieure. Et moi, de toute manière, je vois l'Horus Heresy comme ça. Je vois ce jeu comme étant une occasion de jouer des énormes armées. Vous savez que j'aime ça beaucoup. À 40k, je joue le plus souvent à 4000 points. Là, à Horus Heresy, j'ai bien envie de pousser les curseurs, quoi. C'est clair et net. Et ensuite, pour varier vos listes, il faut tout simplement pouvoir varier les thèmes. C'est qu'en général, là, par exemple, cette armée à 4000, je vais pouvoir dresser des listes à 2000, des listes à 3000, assez variées l'une avec l'autre. Il y en aura une qui regroupera le plus d'armure Terminator possible, l'autre où je vais monter un peu le nombre d'escouades de vétérans, une autre où on sera vraiment uniquement concentré sur la troupaille et les transports qui vont avec les batteries d'artillerie. En bref, quand on joue à plus petit format, ça va également pouvoir nous permettre de varier les plaisirs en termes de détachement supplémentaire. Donc très très cool également. En bref, je suis très heureux. Alors, par contre, le truc à payer, c'est que j'ai jamais acheté autant de figurines. C'est absolument délirant. Là, ces 3 derniers mois, j'ai reçu 2 commandes, mais véritablement monstrueuses en termes de kits plastique, sans compter toute l'accessoirisation que je fais venir de Hong Kong. C'est n'importe quoi. J'ai jamais monté autant de figurines. Et là, le projet touche à son but. Et l'étape d'après, ça va être la peinture. Donc, le projet peinture Horus Heresy Iron Warriors. Vous savez quoi, malgré l'effectif délirant de cette armée, ça ne me fait pas peur du tout. Horus Heresy, on n'est pas sur le même niveau de détail, ni même le même niveau d'exigence, je pense, qu'à Warhammer 40 000. Les kits plastiques sont les plus clairs du monde, quel que soit en fait le type d'armure que vous choisissiez. Si je prends par exemple de la MK3, putain, à peindre, ça fait pas peur du tout. Il y a très peu de surlignage, il y a très peu en fait de découpage dans les volumes. On est tout simplement sur une grosse armure en métal. Naturellement, il va y avoir des trucs assez chronophages. Moi, dans mes Iron Warriors, un truc qui va demander pas mal de temps pour un résultat assez peu équivoque, ça va être toute la partie des cuirs marrons, tu vois, qu'il va falloir que je bosse un minimum quand même. Mais globalement, le projet peinture, là, Iron Warriors, je crois que ça va être du gâteau. À part la partie chevron qui va demander en fait l'investissement en heures le plus important, je pense. La suite, c'est quoi ? C'est de l'armure de fer, de l'ajout de teinte avec des encres et ensuite je dégueulasse tout avec de l'huile. Quelques effets de lumière ça et là et basta. En gros, ça va se faire tranquillement,
un peu de brossage à sec, beaucoup de withering, en gros des techniques un peu d'escroc qui vont me permettre, je pense, d'avoir un résultat très très impactant en assez peu de temps passé. Globalement, de toute manière, dans l'Horus Heresy, moi, les armées de Légion, hein, honnêtement, pour moi, c'est sans doute la meilleure première expérience possible pour un jeune initié à l'aérographe. Honnêtement, je pense que c'est le type d'armure qui s'y prête le plus. Et conjointement à ça, c'est à mon sens également la meilleure première utilisation possible des huiles. Parce que là, on va faire ça en mode massif. C'est-à-dire que vous aurez le droit à l'erreur. Si vous foirez un marine tactique, ça et là, ça va pas se voir beaucoup. On n'est pas sur le même niveau d'exigence qu'une rutilante escouade d'intercessors, d'assaut, équipée de partout, avec plein de lignages, plein de découpages de volume, etc. Non, là, c'est vraiment pas le même deal. Et c'est vrai qu'à mon sens, vraiment, c'est ce type-là d'infanterie. À l'aéro, c'est génial parce que ça va pas être compliqué, même pour un débutant. Et pour s'essayer à des techniques assez évoluées en weathering, que ce soit de la peinture à l'éponge, l'usage des huiles, des enamels ou des produits un peu spéciaux comme les Rust Streak d'Aka. Honnêtement, tout ça, c'est à mon sens la meilleure cible possible pour un peu progresser en peinture et multiplier le champ des possibles en termes de technique. Donc là, vous l'aurez compris, j'ai une gigantesque armée à peindre et je vais la faire la plus vite possible. Là, voilà, je vous ai dit une liste à 4000. En vérité, j'ai plutôt 5000 points de figurines à l'heure actuelle. J'ai encore plein de véhicules en stock. 5000 points d'Iron Warrior. Je crois que le défi, les gars, ça va être de faire ça en 2 mois. 2 mois de peinture Iron Warrior, ça va, ça ne me met pas trop dans la merde par rapport au planning qui était prévu. Ça va remplacer malheureusement pour la fin d'année la suite du projet Death Guard qui devra patienter 2 mois de plus. Bref, une armée gigantesque d'Iron Warrior, j'y crois à mort. D'ici là, je serai plus malade, je l'espère. Et en plus, ce projet d'armée, il est plein de perspectives futures. On peut jouer en fait sur plusieurs tableaux, soit l'expansion, et ça, comme je vous en ai parlé, tout ce qui va toucher par exemple au détachement Alliance, ça peut démultiplier le truc, à inclure en fait un régiment de la garde impériale qui aura été endoctriné par les fils de Perturabo, adjoindre en fait des miliciens, des blindés supplémentaires, une section du mécanicum noir. Franchement, tout est possible en gardant en fait le même ADN dans le schéma de couleur. Imaginez une phalange de cohortes de combat du Mechanicum siglée avec les chevrons Iron Warrior, avec des crânes morbides. Ah ouais, évidemment que ça fait très 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 envie tout ça et c'est très facilement intégrable en termes de règles. En tout cas, ce projet, il est encore tributaire de pas mal de choses à venir dans l'évolution du jeu. Et cette évolution du jeu, justement, je pense qu'elle va se faire dans 2 courants. Soit l'expansion, c'est-à-dire l'ouverture à des formats de liste beaucoup plus grands, avec beaucoup d'alliances, avec des titaniques, avec du super lourd en pagaille, ou soit aller dans des formats plus petits. Donc ces formats plus petits, jusqu'à maintenant, ils avaient été incarnés par le mode de jeu Zone Mortalis, qui vous permettait en fait d'inclure des petites armées à Horus Heresy de 1000 à 2000 points avec peu de véhicules. Là, on parle plus d'une guerre d'infanterie. Quelque part, c'est une espèce de boarding action en plus grand. Donc ça, moi, ça m'attire beaucoup. Parce que d'une part, je vais pouvoir m'amuser à faire plein de petites listes Iron Warriors pour jouer dedans. Et pourquoi pas aller également s'aventurer vers d'autres légions pour jouer en fait des listes plus petites. Exactement comme je fais du boarding action à 40k. S'aventurer de temps en temps vers un format plus petit qui en fait va multiplier les possibilités de jeu. Donc à ce titre, on demeure tout à fait dans l'attente. Le format de jeu de Zone Mortalis, il avait été annoncé pour la fin d'année, en novembre il me semble. Mais bref, il y a encore beaucoup de choses à voir, que ce soit dans l'expansion ou vers la thématique d'un format plus petit, conjointement avec les innombrables possibilités qui nous sont offertes par le PDF Legacy, les autres factions qui sont pas encore toutes couvertes et les alliances également. Et concernant la thématique du plus petit format
à Horus Heresy, eh bien ce sera justement le sujet de la prochaine émission consacrée à ce jeu qui est mon nouveau jeu. Donc on va parler de petits formats à Horus Heresy en très bonne compagnie avec un spécialiste en la matière. Tout ceci devrait avoir lieu au courant du mois d'octobre. Bon bah les mecs, c'est fini pour ce petit c'est notre projet un peu spécial où je vous aiguillais du mieux que je pouvais avec ma fièvre de cheval dans cette nouvelle aventure Horus Heresy. N'oublie pas qu'à ce titre, fin novembre, il y a l'Heresy Challenge qui vous attend. Donc concours de peinture en ligne avec une émission sur Twitch à la clé. N'hésitez pas, si vous voulez peindre du petit QG Horus Heresy, de l'escouade, si vous voulez vous aventurer ailleurs, essayer des nouvelles techniques d'aéro, de l'huile, etc., je me ferai un plaisir de vous aiguiller en la matière. Eh bien, faites-vous plaisir également à peindre, par exemple, ces kits plastiques Horus Heresy qui sont tous plus excellents les uns que les autres. Faites-vous plaisir. Moi aussi, je me fais plaisir avec Horus Heresy et c'est loin d'être terminé. Voilà, j'espère que vous avez suivi cette émission avec plus de facilité que moi, je n'en ai eu à l'enregistrer. Honnêtement, j'en ai chié. J'en ai marre d'être malade. Là, j'ai plus de voix. Là. Enfin, là. J'ai dû faire un nombre de coupes là assez astronomique. J'espère néanmoins que ce truc tient à peu près debout. Mais bon, le principal sujet de cette émission, c'était de vous communiquer mon enthousiasme autour du projet Horus Heresy. Son list building passionnant et foisonnant, sa gamme en figurines mais richissime, toutes ces alternatives possibles en matière de modèle commercial et toujours le jeu thématique, le jeu narratif. Voilà, moi j'y suis, j'ai mis le pied dedans. Si vous êtes chaud, rejoignez-moi. Moi, je compte bien me construire un petit cercle de joueurs fidèles autour de l'Horus Heresy et c'est en très bonne voie, à vrai dire. Je vous dis à plus tard, les mecs. La prochaine fois que je vous parlerai, ce sera sans doute au Hammer Time. Ça a lieu dans 5 jours. Retrouvez-moi au Hammer Time le dernier week-end de septembre à Lille. On va se marrer. Mon titan sera là. On va pouvoir boire des bières avec mon titan. Ça va être fabuleux. À plus tard, les zouaves. Portez-vous bien. Soignez-vous bien. Moi, je vais essayer de faire ça aussi. Prendre des médicaments, ça pourrait être une idée un jour. Mais bon, là, pour l'instant, je me soigne avec un élixir que m'a acheté ma chérie pour Noël. C'est l'eau verte de Marseille. Ça tue les microbes, effectivement, mais c'est pas non plus un projet de long terme très fiable. En plus, ça fait 50 degrés, donc faut pas en abuser. Voilà, portez-vous bien les loulous. À plus tard, sous un véritable déluge de feu. Ciao!